je vais vous faire une présentation sur les questions de production et de gestion de l'information foncière dans ce qu'on pourrait appeler des nouveaux dispositifs de gestion foncière, donc dans des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc je vais essayer à la fois de faire un panorama des dispositifs, des instruments et des outils utilisés, et en essayant, disons, d'apporter un point de vue critique, ou en tout cas de mettre en discussion ces dispositifs ou ces outils. Alors, donc ce que je vais faire, c'est vraiment un simple récit d'expérience, en fait. Il n'y a pas du tout d'ambition théorique dans cette présentation, même s'il serait sans doute intéressant à terme d'analyser, disons, de mobiliser en fait les cadres d'analyse de la sociologie des techniques, des sciences de gestion, pour dépasser ce simple récit. Donc à ce stade-là, moi, c'est vraiment, je vous livre des choses un petit peu brutes, en fait. Alors moi, j'ai été en disponibilité de l'INRA pendant presque 10 ans, en fait, pendant laquelle, en fait, j'ai exercé une activité d'assistant technique ou de consultant dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment, principalement, en fait, à Madagascar, au Burundi et au Burkina. Donc c'est de ces trois pays dont je vais tirer, disons, le principal de mes observations. Et puis ponctuellement, bon, j'ai travaillé dans d'autres pays, en RDC, au Bénin, au Sénégal, Lesotho, et plus récemment au Maroc. Donc en fait, c'est une activité que j'exerçais auprès des gouvernements, en fait, notamment dans ces pays, il y a des unités de coordination de ces programmes qui sont mis en place, ou également directement auprès des bailleurs de fonds qui, disons, mettent en place des opérations, et donc il y a un travail à faire pour la mise en place des différentes prestations, quoi, en fait. Voilà. Et donc je vais m'appuyer essentiellement sur le cas burundais qui en fait est assez bien illustratif de ce qui peut se passer à Madagascar ou au Burkina. Donc là, en fait, vous avez une photo d'un paysage typique du Burundi. Donc sur la gauche de l'image, vous avez les zones qu'on appelle de collines, en fait, qui sont des espaces de culture, boisés aussi partiellement, et donc qui sont les espaces, disons, les plus anciennement occupés. Et puis sur la droite de l'image, vous avez les zones de marais, qui sont en fait des terres domaniales, mais comme vous le voyez, en fait, c'est des terres domaniales, mais qui sont très très largement utilisées par l'agriculture, on va dire, familiale, en fait. Et au sein de ces marais, qui sont des terres domaniales, les gens se vendent, échangent les parcelles sous la forme de petits papiers. Donc eux considèrent que ce sont leurs parcelles. Alors, finalement, ma présentation va consister un petit peu à essayer de réfléchir à comment on arrive à ce type d'information foncière. Donc là, ça représente une colline. Donc les collines au Burundi, c'est l'équivalent un peu des villages pour ceux qui connaissent les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est la cartographie foncière d'une colline, dans une commune, Gozi, et qui résulte en fait de ce qu'on appelle des opérations groupées de reconnaissance foncière. Donc dans ces nouveaux dispositifs, donc les gens peuvent disons, obtenir des certificats fonciers à l'issue de la procédure, mais soit à la suite de demandes individuelles, soit à la suite d'opérations groupées. Donc là, en l'occurrence, c'est une opération groupée. Et donc sur la droite, vous avez un zoom de cette carte, où par exemple, on a cartographié ici l'origine de la propriété. Lorsque les enquêtes foncières locales ont eu lieu, donc les gens indiquent est-ce que c'est une terre de succession, donc par héritage, est-ce que c'est plutôt une terre qui a été achetée, une terre qui a été donnée, une terre qui a été échangée. Voilà. Et donc on voit que sur cette simple carte, en fait, l'importance notamment de l'achat, en fait, où il y a, grosso modo, moi dans les collines dans lesquelles j'ai travaillé, on a à peu près la moitié des parcelles qui ont fait l'objet de ventes au cours des 10 dernières années. Donc là, c'est une déclinaison de cette information foncière. Donc à l'issue de l'opération foncière, on a représenté sur la gauche là, les parcelles sur lesquelles des litiges ou des conflits subsistent.
Et puis à droite, en fait, la carte qui donne les propriétés selon le sexe, en fait, donc propriétés détenues par des femmes ou par des hommes. Voilà un autre exemple de document. Donc là, c'est un fond orthographique où, en fait, ont été délimités sur la base de cette ortho, donc les différentes parcelles de propriété. Et donc là, on revoit bien la limite entre la partie marais. Donc là, pour l'instant, même si c'est des zones totalement appropriées par les gens, etc., c'est les marais, donc on n'y touche pas. Et paradoxalement, en fait, les limites, en fait, parce qu'en fait, il y a un peu une zone de transition entre la colline et le marais. Ces limites, en fait, sur le terrain, finalement, ne posent pas vraiment de problème. C'est-à-dire que les gens arrivent très très facilement à s'entendre sur ces limites. Voilà, donc un autre exemple de document. Là, c'est, mettons, le produit un peu final de ces opérations, qui est un certificat foncier. Donc, où on représente par exemple la parcelle. Voilà, donc là c'est des photos, là, une photo d'une commission. Le micro est tombé. C'est bon là? Ouais. Donc là, c'est une photo en fait d'une commission de reconnaissance locale. Donc j'y reviendrai, mais le principe de ces opérations, c'est qu'il y a un moment, il y a une commission qui se tient sur le terrain, qui est locale, publique, contradictoire, et qui est l'occasion, disons, de faire le tour d'une parcelle en présence du présumé propriétaire, ou du propriétaire apparent peut-être, comme vous disiez. Et donc de reconnaître un droit sur cette parcelle. Alors voilà un autre exemple. Donc c'est des opérations, disons, qui font l'objet au départ d'une large publicité et qui donc là c'est également une commission de reconnaissance collinaire publique contradictoire. Et donc ces opérations-là en fait sont organisées au sein d'un service foncier de proximité. Donc là c'est des images de services fonciers communaux au Burundi. Voilà. Donc la présentation que je vais vous faire, donc il y a un peu en deux temps en fait. Premier temps plus sur des éléments de contexte. Je pense que c'est important de resituer. Donc il y a un certain nombre de problèmes fonciers qui sont souvent mis en avant, et qui finalement ont appelé un peu un même type de solution. Donc ces nouveaux dispositifs de gestion foncière décentralisée qui vont permettre de formaliser sur le plan légal et écrit donc ces droits fonciers dits coutumiers. Et puis donc je vais ensuite faire un focus sur plus la partie production et gestion des données foncières, que ce soit les données littérales ou cartographiques ou topographiques. Donc on part souvent d'un constat qui est celui d'un fort niveau d'insécurité foncière. Donc ça c'est un petit peu tous les justificatifs qu'on trouve dans ces nouvelles politiques foncières ou dans ces programmes d'aide internationale. Donc un fort niveau d'insécurité foncière, donc qui est lié à l'absence de preuves légales ou écrites des droits fonciers, que ce soit des droits de propriété, des droits d'usage. Et en fait, on s'aperçoit que seule une petite minorité de terrains sont enregistrés par un titre foncier, et plutôt en ville. Au Burundi, par exemple, c'est quasiment exclusivement en ville. À Madagascar, c'est un peu plus nuancé. Également, donc, insécurité foncière donc liée à des histoires complexes qui nécessitent aujourd'hui des clarifications, des régularisations, avec donc tout un large faisceau de droits, des origines multiples et parfois très anciennes de ces droits. Et puis également une insécurité foncière qui est une insécurité plus juridique, qui est plus liée à une législation, une réglementation qui tout simplement ignore ou certains droits ou au contraire privilégie d'autres droits. Et donc en général, ce qu'on dit, c'est que cette insécurité foncière serait notamment à l'origine d'un fort niveau de conflictualité intrafamiliale, entre voisins, beaucoup de remise en cause des transactions, et puis également une faiblesse des investissements productifs,
Même si, bon, comme le disait ce matin Philippe, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et donc du coup, alors il existe bien un système, disons, pour formaliser de manière écrite et avec une valeur juridique en fait des droits. C'est le système de l'immatriculation foncière, mais qui est peu efficace et pour, disons, une formalisation un peu massive des droits. Donc c'est, bon, je passe très rapidement, donc c'est un système qui a été mis en place pendant l'époque coloniale et en grande partie en négation des droits fonciers des populations qualifiées d'indigènes à l'époque. C'est un système qui a été repris au moment des indépendances, mais on va dire plutôt au service des élites politiques et économiques. C'est un système qui est fortement centralisé, avec des procédures assez compliquées, des coûts élevés. Bon, il y a souvent une corruption qui accompagne ce système-là. Et puis, c'est pas parce que les gens ont un titre foncier qu'il n'y a pas de conflit autour des titres, en fait. Alors, il y a eu des tentatives dans les années 60, depuis les années 60, d'améliorer ce système, avec des grandes opérations cadastrales, des modernisations des services, etc., etc., mais finalement sans grand succès. Et puis, de manière générale, on va dire les paysans n'ont pas accès à ce système, qui est trop loin, trop cher, trop compliqué, trop long. Alors également, donc, ces opérations s'insèrent dans un contexte où on a quand même une tendance à l'individualisation et à la marchandisation de la terre. On peut le regretter, mais il y a quand même des mouvements de fond qui vont dans ce sens-là. Et on s'aperçoit quand même que dès que la terre prend de la valeur, hein, donc suite à la pression démographique, notamment des terrains en zone périurbaine, dès qu'il y a des développements des cultures de rente, on observe quand même les gens vont vers l'individualisation, donc on quitte un peu les systèmes, notamment lignagés, en fait, hein, vers une individualisation, alors soit vers des personnes physiques ou familles plus restreintes, en fait. Hein. Et puis une marchandisation de la terre avec donc le développement de transactions. Je vous montrais la carte tout à l'heure d'une des collines au Burundi où finalement on a à peu près la moitié des parcelles qui ont fait l'objet de transactions dans les 10 dernières années. Et donc, seules les personnes les plus riches, les mieux informées peuvent avoir au recours du système de l'immatriculation. Alors pour les autres parcelles, en fait, pour autant, on ne peut pas parler vraiment d'informalité hein, à ce stade-là, parce que il y a une gestion foncière coutumière, donc qui est largement basée sur l'oral, sur les témoignages, sur l'existence de personnes qui localement font autorité un peu en la matière, qu'on consulte en cas de litige. Et puis il y a également une existence d'une formalisation écrite, ce qu'on appelle les petits papiers en fait, hein, qui sont plus ou moins authentifiés par les autorités locales, mais qui sont établis souvent dans des conditions sociales et techniques qui peuvent être discutables. En fait, hein. Donc il y a bien malgré tout cette formalisation écrite, mais qui ne repose pas vraiment sur un cadre légal ou réglementaire. Et donc en fait il y a un type de solution qui a été envisagé un petit peu partout de la même manière. Donc bon, c'est ce qu'on pourrait appeler des nouveaux dispositifs de gestion foncière décentralisés pour la formalisation légale et écrite des droits de propriété d'origine coutumière. Donc bon, moi je vous disais que je travaillais notamment dans 3 pays, dont Madagascar, Burundi et Burkina, mais on retrouve ces nouveaux dispositifs dans bien d'autres pays. Et donc avec l'idée de s'engager dans une réforme foncière qui doit permettre l'accès du plus grand nombre à un système de sécurisation foncière reposant sur l'écrit et sur un cadre légal réglementaire, donc pour formaliser les droits fonciers coutumiers. Donc on parle aussi de nouvelles politiques foncières. En fait, ces nouvelles politiques foncières sont quand même assez limitées et c'est plutôt vraiment des nouvelles politiques en matière de sécurisation foncière des droits fonciers existants. Et donc ces nouveaux dispositifs donc, supposent des innovations législatives, réglementaires, institutionnelles, donc la mise en place notamment de services fonciers communaux, sociales, la création de ces commissions foncières locales, procédurales, donc la procédure de certification, et puis des aspects techniques. Alors si on essaie de voir un petit peu les principes qui sont assez similaires dans les différents pays, donc il y a besoin à chaque fois d'un pilotage politique, institutionnel et financier de la réforme. Donc il y a souvent base d'études, diagnostics, ateliers plus ou moins participatifs.
Et donc, sur la base desquels on élabore un document de politique foncière qui est en général validé formellement par le gouvernement, adopté ou par le gouvernement ou voté par l'Assemblée. Et on définit dans la foulée un programme national foncier. Il y a la mise en place d'une instance au niveau national qui est chargée de piloter ce programme. Au Burundi, c'est l'unité de coordination du programme national foncier. Également, donc, il y a un portage financier par des organismes d'aide internationale. Et en fait, la plupart de ces pays, de ces programmes sont financés quasiment à 100% par les bailleurs de fonds. Alors il y a également donc, des changements législatifs, réglementaires, institutionnels qui sont apportés. Donc bien souvent, il y a la mise, on met fin au principe de présomption de domanialité lorsqu'il était encore en vigueur. Par exemple, au Burundi, ce principe-là avait été quand même abandonné depuis belle lurette, depuis près de 30 ans. On reconnaît dans le nouvel arsenal juridique ce qu'on pourrait appeler un droit de propriété privée non titré, donc basé sur la coutume. Et puis, on va prévoir la création de services fonciers communaux, voilà, qui vont être habilités à instruire des demandes de certificats fonciers. Donc, si on prend l'extrait du Code foncier du Burundi de 2011, donc, il y a un article qui dit donc, le droit de propriété foncière est établi donc, soit par un titre foncier, donc le système de l'immatriculation, soit par un certificat foncier établi par le service foncier communal, et qui reconnaît donc une appropriation régulière du sol, se traduisant par une emprise personnelle ou collective, permanente et durable, et selon les usages du moment et du lieu, et selon la vocation du terrain. Donc c'est ça qui renvoie finalement à la coutume, hein. C'est pas la tradition d'il y a 100 ans, c'est vraiment la façon dont les gens gèrent aujourd'hui le foncier localement. Donc là, c'est l'article qui va, disons, mettre en place ces nouveaux dispositifs, disons, au niveau des communes, donc ces services fonciers communaux. Alors ensuite, donc, une fois qu'on a donc ce dispositif un peu de pilotage, ce cadre politique, ce cadre légal et réglementaire, il y a vraiment la création effective de ces services fonciers communaux, avec donc justement des opérations pilotes qui vont permettre de mettre au point le modèle. Donc la création finalement, c'est chaque fois il y a une mobilisation des élus et responsables communaux. Il faut trouver un local. Il faut équiper le service, du mobilier, des motos, parfois de l'informatique. Il y a souvent un gros travail qui est fait sur comment on va déterminer les prix au niveau du service, les prix donc, que vont rendre ce service-là. Il y a la mise en place de la documentation foncière, donc des registres, des formulaires pour le traitement des demandes. Il y a la production d'un plan foncier communal initial, qui est censé, disons, puisque ces services-là en fait ne sont compétents que sur une partie du territoire, la partie qui relève donc de la propriété privée non titrée. Donc il faut bien que les agents qui vont travailler au niveau de ce service sachent où est la propriété qui est déjà titrée, où sont les terrains par exemple domaniaux, où sont les aires à statut spécifique, de manière à ne pas délivrer, disons, de certificats sur ces autres terrains-là, en fait. Après, il y a plusieurs agents à recruter, à former. Il y a tout un travail d'information, sensibilisation de la population communale, ou au niveau des villages ou des collines. La mise en place de commissions foncières locales, qui vont être composées de représentants de l'administration, de personnes réputées, intègres au niveau local, et puis de représentants de différentes catégories socio-professionnelles. Et puis donc, la création de ces services fonciers communaux suppose la mise en place en fait, d'un modèle économique. Donc comment ce service-là va fonctionner au-delà finalement de la période d'appui des bailleurs de fonds en fait. Et c'est souvent malheureusement quelque chose qui n'est pas vraiment bien traité dès le départ. Et du coup, parfois, ces services-là ont du mal à continuer à bien fonctionner après l'appui des bailleurs de fonds. Voilà. Donc également, donc, dans cette démarche, il y a toujours la conception d'une procédure qui va permettre donc de procéder à une reconnaissance initiale donc, des droits de propriété.
éventuellement d'autres droits également qui peuvent être pris en compte à travers donc, le certificat foncier. Et donc, dans la quasi-totalité de ces pays-là, en fait, on retrouve toujours un petit peu la même procédure. Donc, il y a le dépôt d'une demande individuelle. On fait la publicité à cette demande. Ensuite, on organise sur le terrain donc une séance locale de reconnaissance foncière, qui est une séance donc publique, contradictoire, et qui va permettre à la fois donc disons, de délimiter le terrain, mais également donc d'identifier les droits fonciers qui s'exercent ou qui sont revendiqués à l'intérieur de la parcelle, et donc qui va donner en termes d'information foncière, on va produire un croquis de terrain, un PV de reconnaissance. Et donc vont participer à cette commission, bien sûr, les personnes qui demandent le terrain, mais également les voisins, les membres de la commission foncière locale, les agents du service foncier communal. Et puis, en général, c'est des opérations qui en fait, sont publiques, donc à laquelle participe beaucoup de monde. En fait, hein. C'est vraiment un événement qui se produit sur le terrain. Donc une fois que cette commission s'est tenue, en fait, il y a à nouveau une phase de publicité foncière, en fait, hein, qui donne les conclusions de la commission de reconnaissance. Donc tout au long de ces différentes étapes, depuis la demande jusqu'à la fin, en fait, il y a possibilité de réception d'opposition, avant, pendant, après la séance de reconnaissance sur le terrain, et donc avec un rôle du service foncier communal qui va être des tentatives de résolution à l'amiable, en fait, hein. Après, ça bascule sur les tribunaux si les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ça peut en tout cas aller jusqu'au tribunal. Et puis au final, si la demande est jugée recevable par la commission, s'il n'y a pas d'opposition qui se sont exprimées et qui n'ont pas été résolues, à ce moment-là, il y a édition et remise du certificat foncier, moyennant paiement, et inscription dans un registre foncier. Voilà. Et donc, voilà un petit peu le modèle. Et donc du coup, en général, donc il y a une phase un peu expérimentale, un peu transitoire en fait, hein, où on va tester l'ensemble de ce dispositif, puis avec une montée en puissance. Donc ça rejoint un peu votre question là sur l'aspect expérimentation. Donc on s'aperçoit que lors de ces opérations pilotes, il y a une évolution de la documentation foncière, c'est du fonctionnement des commissions, des compositions, des techniques de levée. Donc vraiment les idées qu'il pouvait y avoir au départ sont confrontées au terrain et vont évoluer. On s'aperçoit que le niveau des demandes est très variable et qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Et tout à l'heure, je vous disais, voilà, souvent on part du principe qu'il y a une forte demande de sécurisation, etc., etc. C'est pas vrai partout. C'est vrai dans certaines zones, mais pas partout. Il y a des enjeux d'organisation de la conservation foncière. Parfois, il y a très vite des grandes masses d'informations à gérer, notamment quand on bascule sur des opérations groupées. Et donc très vite, effectivement, se pose la question de est-ce qu'on va recevoir des demandes individuelles et les traiter comme ça de manière un peu sporadique, ou au contraire, est-ce qu'on va organiser sur des portions de territoire continues des opérations groupées de reconnaissance, donc par village ou par portion de village. Alors moi je pense parfois trop vite, se pose la question de l'extension nationale à d'autres communes donc de ces nouveaux dispositifs, sachant que on voit qu'il faut vraiment, il y a un nombre de questions très très importants à régler, à discuter, et donc avec la nécessité de cette phase vraiment expérimentale. Et parfois, certains gouvernements, certains bailleurs sont parfois un petit peu impatients de passer à l'échelle supérieure et ça pose parfois problème. Et puis, il y a vraiment tout un enjeu, disons, d'évaluation de ces nouveaux dispositifs. Il y a vraiment l'évaluation de la qualité sociale et technique de l'activité. Il y a les questions d'évaluation d'impact de cette certification foncière sur... On dit que c'est aussi pour réduire la conflictualité. Est-ce que ça la réduit vraiment? Sur le niveau d'insécurité foncière, sur le développement économique. Et puis également sur, je pense que ça serait intéressant d'avoir des évaluations des impacts sur les dynamiques foncières locales, parce que ces dispositifs-là sont pas neutres, hein, et vont, disons, influer aussi. Les gens parfois profitent de l'opération pour faire des partages, pour clarifier, régulariser certaines situations. Donc il y a des gros enjeux d'évaluation de ces nouveaux dispositifs.
Et parfois, c'est un petit peu le parent pauvre de ces opérations, même si certains pays ont mis en place des observatoires. Voilà. Donc maintenant, voilà un petit peu le cadre général, en fait. Donc là, je vais rentrer un petit peu sur ces questions plus justement on va dire, d'instruments et d'outils liés à la production et la gestion de cette information foncière. Alors bon, je ne veux pas trop vous assommer avec des exemples de documentation foncière, mais bon, je vais passer en revue rapidement pour saisir un petit peu le type de documents qui sont utilisés. Donc je vous disais, la procédure qui est mise en place, ça commence par une demande, en fait, souvent une demande individuelle. Et donc, dans ces services fonciers communaux, donc on appelle ça des guichets fonciers à Madagascar, des services fonciers ruraux au Burkina, des services fonciers communaux au Burundi, mais bon, c'est un peu la même chose. On a en général un registre des demandes, où l'idée, c'est lorsque les gens se présentent au service foncier communal, on enregistre la demande, donc de manière chronologique. Alors tout ça pourquoi ? Pourquoi chronologique ? Pour éviter que les demandes qui arrivent 3 mois après une première demande soient traitées avant pour X ou Y raison. Voilà, donc un registre de demandes qui va permettre à la fois d'enregistrer ces demandes de manière chronologique, de renseigner un certain nombre d'informations sur la demande, l'identité du demandeur, un certain nombre de caractéristiques du terrain. Et puis, en bas, vous voyez, il y a une procédure de délivrance certificat foncier où les différentes, étapes de la procédure peuvent être renseignées de manière à ce qu'on puisse avoir un suivi de ces demandes. Après, donc, là, c'est par exemple un bordereau qui permet de faire la publication des demandes de certificats fonciers. Donc, c'est en général, les agents groupent les demandes et affichent ça au niveau du service foncier communal, parfois dans les villages, auprès d'une population qui a 95% analphabète, d'accord. Voilà. Mais donc ça c'est le côté formel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que parallèlement à cette, information très très formelle, bon, on veut inscrire ces démarches dans un cadre légal, réglementaire, donc il faut bien un petit peu les asseoir là-dessus. Mais très vite, en fait, on s'aperçoit que les agents imaginent des systèmes d'information, de communication, en fait, assez performants, donc il y a l'information circule. Alors ça peut être des annonces à la radio, ça peut être quelqu'un un annonceur public un peu qui passe dans les villages, etc. Donc finalement ces approches très formelles souvent se doublent, disons, d'approches que localement les agents des services fonciers communaux inventent. Donc là, c'est une fiche d'opposition qui permet de renseigner un peu l'histoire de l'opposition. Donc, en quoi consiste l'opposition, et puis également des éléments sur le règlement de l'opposition. Là, c'est un exemple de procès-verbal de reconnaissance collinaire. Donc, il y a des éléments donc, sur la description du terrain, sur l'origine du droit revendiqué, éventuellement sur les pièces qui ont été produites pour justifier des prétentions du demandeur. Ça peut être un petit acte de vente sous seing privé. Éventuellement, droit et charges, ça peut être lors des formations des agents, on leur dit, bon, s'il y a des droits, mettons, d'usufruit, des locations de terrain, du métayage, etc. C'est là qu'il faut le préciser. Il y a un croquis du terrain qui est élaboré. Donc je reviendrai un peu sur les différentes techniques pour élaborer ces croquis. Il y a également une partie pendant la séance de reconnaissance, il y a eu des oppositions. Il y a normalement l'ensemble des personnes qui ont participé à la commission. Et puis après, donc, il y a les conclusions de la commission, donc soit en disant, décidément, pas bouger, ça. Vas-y, on peut continuer. Pardon ? On peut continuer. Ouais, c'est bon. Ok.
Alors, donc voilà, il y a les conclusions et puis il y a le... Voilà, donc vous voyez, c'est des documents qui sont assez formels en fait. Hein. Rebelote, il y a une nouvelle publicité, c'est-à-dire qu'au niveau de la commune ou du village, en fait, il y a un avis culture de l'enquête. Et puis, une fois que donc, la procédure est terminée, que, disons, la commission et le maire en fait, a décidé de délivrer le certificat foncier, il y a un registre des certificats fonciers, donc qui consigne l'ensemble des certificats fonciers qui ont été délivrés dans la commune, un peu à l'image du livre foncier en fait. Hein. Et puis il y a le certificat foncier lui-même qui va être remis aux demandeurs en fait. Voilà, donc là par exemple sur le modèle du certificat foncier au Burundi, c'est un document assez simple. Donc on voit qu'on peut soit avoir un propriétaire unique, soit des propriétaires multiples. Il y a un petit croquis de la propriété qui est fait et voilà. Alors, finalement, un peu pour ce volet sur la documentation foncière, on va dire littérale, il y a un certain nombre de questions quand même qu'il faut se poser. C'est donc quelle vision des droits fonciers on véhicule à travers ces documents. Donc, on a vu qu'en général, au moment de la conception, en fait, on essaye quand même on va dire, de prendre le faisceau des droits dans une acceptation un petit peu large, en fait, hein, mais que très vite, l'usage qui en est fait au niveau du service foncier communal, en fait, hein, par les agents eux-mêmes, par les gens sur les collines, par les demandeurs, etc., ça se focalise quand même beaucoup sur le droit de possession, disons, la possession foncière ou le droit de propriété, en fait. Hein. Donc même si au départ on essaye d'être vigilant sur ces questions-là, le terrain fait que souvent, ça se concentre. C'est pas forcément, parce que souvent on entend dire oui, c'est les visions de ceux qui conçoivent ça, qui imposent un peu cette vision du foncier coutumier, disons du foncier, etc. Mais pas forcément, quoi, en fait. Hein. Et moi, je sais qu'avec bon là, c'est une opération qui avait été pilotée par la coopération suisse, donc une coopération qui prend le temps de faire les choses, etc., quoi, en fait. Hein. Et donc, du coup, c'est plutôt, je dirais, les gens qui pilotaient l'opération, qui devaient attirer l'attention des locaux sur l'importance de ne pas se focaliser que sur la question de la propriété, quoi, en fait. Hein. Alors, bien sûr, il y a des questions autour de bon, j'en viens d'en parler un petit peu, mais de processus de fabrication de ces documents en question. Alors, est-ce que c'est un peu des papiers de blanc? Alors là, je vous les ai présentés en français, parce qu'ils ont été conçus au niveau, disons, du projet, etc., avec participation disons, de blanc, mais après ces papiers en général sont traduits. Est-ce que ces papiers sont trop inspirés du système de l'immatriculation? On voit les registres, etc. Même s'il y a des ajustements par l'usage, est-ce qu'ils sont trop loin des pratiques locales? Donc je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées. Et puis bon, il y a quand même une grosse question autour de la qualité de l'information produite en fait. Hein. Donc sur l'aspect social, est-ce que tout le monde a vraiment son mot à dire? On a vu, il y a un système formel de réception des oppositions, il y a même une fiche à renseigner, etc. Mais est-ce que les oppositions peuvent vraiment s'exprimer librement? Si elles peuvent s'exprimer librement, est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on essaie de les traiter ou pas? Finalement, quel type de droits fonciers sont réellement pris en compte? Est-ce que l'origine du droit, les conflits supposés réglés sont suffisamment documentés? Et puis, donc, il y a plus d'aspects techniques, je dirais, sur cette production, en fait, hein, donc sur la précision géométrique souhaitable, effective, est-ce que la documentation est correctement remplie, est-ce qu'il y a des bonnes conditions de sauvegarde, etc., de l'information. Donc il y a quand même plein de questions qui se posent. Voilà. Après, bon, il y a des questions aussi, des grosses questions sur comment cette information va-t-elle être mise à jour. Il y a des gros enjeux sur l'enregistrement des transactions après le travail de reconnaissance initiale, notamment quand on fait des opérations groupées, comme ça en fait. Hein. Donc on arrive assez bien à faire une photographie à l'instant T, mais on s'aperçoit que souvent derrière, finalement, les transactions, il y a des transactions qui continuent, mais elles se font en dehors de ce système-là, en fait. Bon, on pourrait revenir sur les raisons, il y a beaucoup de raisons. Et comme en fait, contrairement à ce qui a été présenté tout à l'heure, en fait, où c'était quand même une visée fiscale avant tout, quoi, en fait, hein, là, on n'est pas du tout sur une visée fiscale.
Et du coup, il y a maintenant des tentatives pour se dire, et si on essayait quand même aussi de coupler ça avec une approche fiscale, y compris pour des raisons, disons, de mise à jour de l'information, en fait. Et pour essayer de faire en sorte que les transactions qui suivent ces opérations groupées, en fait, passent par le service foncier communal. Et en fait, quand on gratte un petit peu, en fait, on s'aperçoit que les transactions sont enregistrées, donc je vous voyais des petits papiers, en fait, par les autorités locales, et il y a toute une procédure bien rodée, il y a même un business qui se fait autour, en fait. Et donc, si on n'arrive pas à comprendre le business qui est fait pour essayer de faire en sorte qu'il puisse, disons, aller vers ce système-là, eh bien, en fait, c'est des grands coups d'épée dans l'eau, quoi. Après, bien sûr, il y a le coût, quel est le coût réel de production de cette information. Bien souvent, on a dit qu'il fallait mettre en place des systèmes pas chers, accessibles, en fait. Mais on s'aperçoit que si on veut, disons, créer de l'information foncière de qualité, ça a un coût. Alors après, qui doit porter ce coût, ça c'est une autre question. Bien souvent, il y a des questions autour de est-ce qu'il faut gérer cette information sur papier ou avec de l'informatique. Alors là, vous avez les partisans de la tablette dernier cri avec GPS intégré, orthophoto, tout ça qu'on fait. Et puis vous avez les partisans disons, vraiment de techniques rudimentaires, mais qui peuvent être tout à fait efficaces. Alors ça varie selon les pays, selon les bailleurs de fonds, selon les assistants internationaux qui passent. Voilà, donc là, il y a vraiment des grosses des questions qui se posent. Donc on pourra y revenir, en fait. Voilà. Alors maintenant, si je fais un peu un zoom sur la partie plus cartographique, donc il y a un peu deux niveaux, quoi. Il y a le niveau vraiment de technique de levée parcellaire, comment faire un croquis des parcelles pour en estimer un peu une surface, pour en donner une représentation même un petit peu sommaire. Et puis il y a plus la partie plan foncier communal, c'est-à-dire comment on donne à voir l'ensemble de l'information foncière à l'échelle d'une commune. Alors en ce qui concerne la fabrication du croquis parcellaire, donc quelle technique on va utiliser, pour quel usage, avec quelle précision, à quel coût. Il y a également donc les enjeux d'appropriation, de durabilité de ces techniques au-delà des phases appuyées par les bailleurs. Et donc là en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment toute une panoplie de techniques qui sont utilisées. Alors au Burundi en fait on a quand même essayé d'être sur des techniques assez rudimentaires, assez simples. Au risque, parfois, lorsqu'il y avait des missions d'évaluation qui venaient, on se faisait traiter de moyenâgeux, voilà, bref. Donc du coup, il y a des techniques qui sont les techniques, on va dire, des géomètres, grosso modo, avec, alors maintenant, les GPS différentiels, les levées au taquet, au mètre, etc., donc qui vont mesurer des distances et des angles. Alors l'avantage indéniable de ces techniques-là, c'est que ça permet d'atteindre une très bonne précision submétrique. Il y a quand même pas mal d'inconvénients, c'est des coûts élevés, c'est un niveau de maîtrise technique quand même qui est pas à la portée de tout le monde. Et souvent, du coup, ça crée des dépendances extérieures. Et puis, ça crée aussi une distance entre la population locale et sur le terrain, en fait. Dès qu'on met trop de technologie, en fait, ça crée vraiment une distance. Je me souviens, moi, d'avoir assisté à des plans fonciers communaux au Bénin, en fait, où on avait... donc là, c'est cette technique-là qui avait été retenue, donc à grand renfort de cabinets de géomètres, etc. Et je me souviens de voir le géomètre, disons, avec la canne là aussi pour faire les levées GPS, qui était au début, dont tout le monde le suivait, quoi, en fait. C'est lui qui avait pris vraiment la possession disons, de la procédure, quoi, en fait. Après, donc il y a des techniques plus rudimentaires, donc les techniques à la chaîne, des décamètre. Donc c'est des techniques qui permettent d'avoir une bonne précision. C'est des techniques qui rassurent les gens parce qu'en fait, les gens ils voient qu'il y a des mesures qui sont faites, ils
il voit bien à quoi ça correspond. Par contre, c'est lent, c'est des calculs relativement complexes, et puis c'est un problème toujours pour rattacher des parcelles, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à produire une image de la parcelle, mais on a du mal à rattacher ces parcelles dans l'espace communal, quoi, en fait, hein. Après, donc, il y a des techniques de type boussole décamètre. Alors c'est assez rapide, les calculs sont relativement simples, on peut faire les croquis directement sur le terrain, la précision est moindre et puis ça pose aussi des problèmes de rattachement. Après, il y a pas mal de choses qui ont été faites avec des GPS de poche, donc là c'est rapide, pas de calcul, rattachement de fait, mais bon, la précision est quand même pas terrible, hein, et puis bon, ça introduit également de la distance entre les agents et les gens sur le terrain. Donc les gens parlent un peu de magie blanche, là ils ne savent pas trop ce que c'est. Et puis bon, il y a des risques aussi de mauvais paramétrage qui sont des risques avérés, hein. Voilà. Et puis il y a également des techniques qui consistent à reporter sur des supports ortho, en fait, hein, les parcelles qu'on voit sur le terrain. Donc c'est assez rapide, il n'y a pas de calcul, le rattachement est de fait. Le croquis est immédiat. C'est intéressant parce que en général, ça parle quand même aux gens, en fait, hein. C'est-à-dire que les gens, bon, avec quelques explications, ils arrivent à s'y retrouver. Bon, pas toujours, mais quand même majoritairement. Par contre, il y a quand même des inconvénients. C'est une prise en main pour les agents, ce qui n'est pas si facile que ça. Également, dans certains espaces, en fait, tous les sommets et limites de parcelles ne sont pas visibles sur l'ortho. Donc, si on veut avoir de la précision, ça suppose d'utiliser des techniques complémentaires, avec des camètres ou autres, en fait, hein. Et puis il y a quand même un coût initial d'acquisition de l'ortho. Donc là, l'exemple qui est présenté, c'est une opération, disons, en tout cas le début d'une opération groupée de reconnaissance dans une des collines de Ngozi. Vous voyez, donc sur le terrain, donc les agents se rendent avec ces orthos-là et donc dessinent sur l'ortho directement les limites des parcelles, en fait. Voilà. Alors, ça c'était pour la partie levée. Donc il y a vraiment beaucoup de discussions qu'on peut avoir là-dessus sur finalement quelle technique pour des croquis qui vont servir à quoi, en fait, hein. Alors souvent il y a lorsque les géomètres s'en mêlent, en fait, hein, bien sûr ils veulent toujours avoir une plus grande précision. Mais du coup les coûts, donc ça crée une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et puis bon, il faut chaque fois essayer de rappeler un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire des rétablissements disons, de limites après l'opération, quoi. C'est déjà d'avoir une idée, disons, de la taille de la parcelle. D'autant plus qu'en général, ces opérations-là se doublent d'une opération de bornage, on va dire, traditionnelle, hein. Ce n'est pas les bornes en ciment, mais en tout cas dans la plupart de ces collines au Burundi, il y a des bornes traditionnelles, en fait, en végétaux, et donc qui sont à l'occasion de ces opérations-là, soit disons qu'ils sont soit les bornes existent déjà, soit on profite de l'opération pour disons renforcer ce bornage végétal. Alors les plans fonciers communaux. Donc, que ce soit au Madagascar, on appelle ça les PLOF, au Burundi, on appelle ça le plan foncier communal, au Burkina, donc c'était l'idée de systèmes d'information foncière communaux, en fait, hein. Et donc l'idée, c'est que les communes, en fait, se dotent d'un plan foncier qui va permettre de faire figurer les dépendances, disons les terrains domaniaux, les parcelles déjà titrées, les parcelles qui ont fait l'objet d'un certificat foncier ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance mais qui n'a pas abouti. Et puis les limites des aires soumises à un régime juridique spécial, donc les aires protégées par exemple. Voilà. Alors ça c'est ce que dit la législation burundaise, que le plan foncier communal doit être établi en collaboration étroite avec l'administration du cadastre et des sites fonciers. Et donc, bon, vous pouvez imaginer que ce type de nouveau dispositif, en fait, hein, souvent heurte, dérange, en fait, hein, l'administration foncière qui était déjà en place, quoi, en fait, hein, et l'élaboration de ces plans fonciers communaux, même si on dit que ça va être établi en collaboration étroite avec l'administration, souvent ça ne se passe pas très bien, parfois ça se passe même très, très mal. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qui justifie l'existence de ces plans fonciers communaux? Alors déjà,
ça permet déjà, d'avoir une idée sur les terrains qui ont déjà été, qui ont déjà fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Mais également, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de disposer d'une connaissance sur l'espace de compétences du service foncier lui-même. Alors, c'est donc également un objet un peu intermédiaire entre, d'un côté, les services fonciers communaux et de l'autre, les services déconcentrés de l'État. Et donc, il est supposé servir d'échange d'informations entre ces deux types de services, de manière à ce que chacun dispose d'une information foncière à jour. Mais comme je le disais, c'est rarement le cas. Et puis également, donc, à terme, on caresse l'idée que ça peut être un outil pour les politiques d'aménagement du territoire, le recouvrement de l'impôt foncier, etc. En fait. Mais ça, c'est à ma connaissance. Bon, à Madagascar, il y a eu ces dernières années des tentatives d'inventaire foncier complet dans un but fiscal, en fait. Hein. Mais pour l'instant, c'est resté confiné à quelques communes. Donc voilà, donc ça reste souvent assez théorique. Donc il y a, pour plein de raisons en fait, hein, il y a des grosses difficultés pour élaborer le plan initial. Donc bon, vous savez, le système de l'immatriculation, il y a quand même des gros problèmes en termes de gestion de cette information, de conservation foncière. Donc c'est très très difficile, ne serait-ce que de faire figurer dans l'espace communal les terrains titrés. Surtout qu'il y a, comme je vous disais, souvent il n'y a pas toujours une très bonne collaboration de la part de l'administration foncière en place. Parfois, donc, ce qui guide en fait les agents de ces services, en fait, hein, ces services, c'est quand même la certification d'une parcelle, en fait. Hein. Et finalement, le rattachement au plan foncier communal, c'est quelque chose qui, bon, ils voient pas trop l'intérêt, en fait. Hein, donc, ils le font pas en général. Il y a des difficultés techniques et économiques pour la maintenance du plan et l'actualisation des données, que ce soit sous papier ou informatique. Et bon, finalement, c'est un peu considéré comme la cinquième roue du carrosse hein, par les responsables et agents communaux. Sauf peut-être justement si on arrivait à leur démontrer l'intérêt fiscal. Et par exemple, donc, il y a des logiciels qui ont été créés pour gérer ce type d'information. Mettons le logiciel PLOF à Madagascar, mais finalement, qui est au final plutôt utilisé comme un simple éditeur de certificats fonciers. C'est-à-dire les gens ne s'en servent pas pour gérer le PLOF ou le plan foncier communal, mais plutôt comme un éditeur de certificats fonciers. Et puis pareil au Burundi, donc moi j'avais créé une application vraiment ad hoc en fait, hein, pour la gestion de ces plans fonciers communaux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est à nouveau simplement la fonctionnalité, disons, édition de certificats fonciers qui est utilisée. Voilà. Donc voilà maintenant quelques exemples. Donc là, en fait, c'est donc au Burundi, dans la province de Ngozi. Ça représente 6 communes, en fait, hein, qui ont été équipées, on va dire, d'un service foncier communal, appuyé par la coopération suisse, et dans lesquels il y a eu un certain nombre à la fois d'opérations groupées de reconnaissance qui ont été faites, et également de demandes de certificats fonciers. Donc au total, il y a eu 120 000 parcelles qui ont été reconnues. Je crois qu'il y a à peu près la moitié de parcelles qui ensuite ont fait l'objet derrière de certificats fonciers, parce que les gens forcément ne demandent pas forcément le certificat foncier ensuite. Et donc, vous voyez, donc, en zone orange, en fait, ça correspond à l'ensemble des parcelles qui ont été reconnues dans le cadre d'opérations groupées de reconnaissance. Donc, ça correspond à... Chaque tache orange, là, correspond à une colline. Les taches rouges, en fait, c'est les demandes individuelles qui ont été traitées. Et puis, en vert, en fait, c'est les terres domaniales. Donc là, il y a eu un inventaire des terres domaniales qui a été fait. Seulement dans les zones de collines, parce que dans les zones de marais, ça, c'est des zones qu'on ne touche pas, donc qui du coup se définissent en négatif. Et puis il y a quelques parcelles titrées ou cadastrées qui ont été figurées, quoi, en fait. Hein. Donc là, en fait, finalement, c'est un plan foncier communal qui a une certaine qualité, quoi, en fait, hein, mais qui a été mis en place à grand renfort avec le bailleur, donc en l'occurrence la coopération suisse, en fait. Hein. Mais moi, j'ai quand même un peu des craintes sur la maintenance de ce système-là, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc là, ouais, un zoom sur une des communes où on retrouve donc ces 4 catégories
4 catégories d'espace. Et puis là, un zoom encore plus sur, disons, sur une des collines qui a fait l'objet d'une opération groupée de reconnaissance, en fait, hein, où on voit finalement les différentes origines de propriété, achat, donation, échange ou succession, quoi, en fait. Voilà. Donc là, on dirait qu'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, en fait, mais c'est parce que les parcelles d'achat, en fait, ça, en général, sont des parcelles beaucoup plus petites. Souvent, c'est des bouts de la propriété familiale, un bout de la propriété familiale qui a été vendu. Mais en nombre de parcelles, hein, je vous disais, c'est à peu près la moitié. Voilà. Après, bon, il y a plein de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a aussi plein de questions techniques qui se posent. Donc là, si vous voulez, il y a eu une opération groupée qui a été faite sur une commune. Mais avant de faire ces opérations groupées, il y avait des reconnaissances individuelles qui avaient été faites. Et donc là, on a superposé, disons, les demandes individuelles en rouge. En gris, c'est les demandes collectives. En vert, c'est les terrains domaniaux, en fait. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a quand même des petits problèmes. Voilà. Voilà, et donc juste, bon, pour terminer, voilà le petit logiciel dont je vous parlais. Et donc, qui est en fait un logiciel qui finalement est assez utilisé. Mais simplement pour la partie, disons, édition de certificats fonciers, quoi. Donc, ouais, donc on avait prévu, disons, de pouvoir saisir des demandes, de créer des CF, faire des croquis, les morceler, faire des fusions, etc. Et puis gérer le plan foncier communal. Mais cette partie plan foncier communal est peu utilisée. Par contre, voilà, on a disons des fonctionnalités qui vont permettre d'être très proche de la façon dont les agents mobilisent les techniques de levée, en fait, hein. Donc en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un GPS, donc ils mesurent un point de la parcelle au GPS, de manière à la rattacher. Et ensuite, ils font des mesures d'angle-distance. Bon, ils contrôlent un petit peu la fermeture ensuite, quoi, en fait, hein. Et donc là, ce petit logiciel permet de, très rapidement, disons, de saisir les données telles que ça figure. Ah, ouais. Alors, mais oui, parce que si tu veux, bon, le GPS, je disais tout à l'heure, c'est précis à 5, disons, l'erreur peut aller jusqu'à 10 mètres, quoi, en fait, hein. En moyenne, c'est 2-3 mètres, quoi. Donc là, on retrouve les... Voilà. Ils vont quand même calculer une surface au centimètre carré près. Hein? Non. En général, ce qu'on met, c'est au mètre carré près, mais on dit que c'est indicatif. Mais tu as raison, ça fait partie des... Et ça, c'est des choses on a beau dire, il faut vraiment dire que c'est indicatif, etc. Mais en plus avec des risques derrière, hein, parce qu'une fois qu'on a dit au gars, ta parcelle fait 1300 mètres, et qu'on lui dit ensuite, elle n'en fait plus que 1200, bon, bref. Voilà. Et donc là, par exemple, une opération groupée, alors qui a été faite avec... donc là, c'était l'époque où il n'y avait pas encore d'ortho, photo. Donc là, tout était quasiment à la main, en fait, hein. Alors, donc ça suppose quoi? Ça suppose beaucoup d'informations et de sensibilisation. Ça suppose donc vraiment de créer une confiance avec les gens de la colline, de la patience. Vous voyez la photo, là, les gens discutent, ça peut durer longtemps, quoi, en fait, hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces opérations-là créent une vraie dynamique locale, en fait, hein. Et bon, moi, je me souviens d'être passé, on passe la journée, il y a un problème, le soir, les gens discutent au niveau du village, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi, en fait, hein. Et avec finalement très peu de moyens techniques, en fait, hein. Donc un bloc de papier quadrillé, un crayon, un GPS de poche, une boussole, un décamètre. Et donc on arrive très très facilement à faire ce type d'opération, sachant qu'à côté il y a des registres donc, qui permettent de noter toute la partie information littérale, hein, sur les droits, etc. Voilà. Et après, en bureau, disons, ça a été produit par les agents du service foncier communal, en fait, hein. Donc les gens, disons, les agents reproduisent ça en bureau et s'en servent ensuite pour les certificats fonciers. Et ce qui est en jaune, en fait, hein, c'est les parcelles qui ont donné lieu à l'édition d'un certificat, à une demande de certificat foncier. Et donc là, c'est une sorte de plan foncier communal, mais vraiment les agents s'en servent vraiment pour la gestion des certificats fonciers, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils servent de ce plan-là lorsque les gens viennent demander le certificat suite à l'opération groupée pour éditer le certificat foncier. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.
Moi, j'ai une question, enfin j'ai plusieurs questions en fait. Une sur le fait que le registre de demande soit au niveau chronologique. Est-ce que du coup ça veut dire premier arrivé, premier servi? Et c'est lié après à une question plus globale que j'ai sur l'objectif de ces certificats fonciers dans un premier temps. Bon, on a vu que de toute façon c'était découplé des plans fonciers communaux. Quelle utilisation est faite de ces certificats fonciers? Quelle différence il y a par rapport au petit papier? Est-ce que c'est pas, enfin, et on me demande, ça permet à qui de savoir tout ça? Ça intéresse qui en fait de savoir tout ça? Et du coup, qu'est-ce qui motive ou pas la demande? Vous dites que quelquefois il y a des demandes, quelquefois il n'y en a pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre ce que les gens au niveau local sont supposés avoir besoin, les demandes qu'ils sont censés avoir. Est-ce que, bon, parce que moi je sais que souvent les certificats fonciers, ça dépend des pays, mais ça peut permettre d'avoir accès à un prêt, ça permet de faire des ventes, etc. Mais est-ce que c'est des choses qui ne sont pas faisables avec le système de petits papiers, etc. Quel est le plus d'avoir un certificat foncier? Et du coup, ça expliquerait peut-être pourquoi. À un moment, vous avez dit qu'il y en a qui demandent la reconnaissance, mais qui ne demandent pas le certificat foncier. Donc, quel est le statut de cette reconnaissance? À quoi ça sert d'être reconnu, d'avoir un certificat? À quoi et à qui servent ces différentes étapes? Okay. Et puis juste une autre information par rapport aux techniques. J'ai lu très récemment que là, maintenant, on était pas mal aidé par les drones. Et que du coup, les histoires d'orthophoto un peu compliquées, un peu chères, ça pouvait être réduit par les drones. Donc après, ça c'est peut-être une ouverture sur d'autres outils. Voilà, je vous ferai passer éventuellement un document là-dessus si ça vous intéresse. Ok. Oui, donc par rapport à la question du registre chronologique, donc l'idée c'est bien ça, hein, c'est bien de faire en sorte que, effectivement, disons, de faire une pile des demandes en fait, hein, et de traiter prioritairement la demande la plus ancienne, quoi, en fait, hein, pour éviter justement ce qu'on peut retrouver dans certains services fonciers de l'État, où on traite un petit peu à la tête du client, ou celui qui met un peu d'argent dans le système pour que ça aille plus vite, quoi, en fait, hein. Après, ça empêche... Pardon, oui, mais là, du coup, ça peut être aussi le premier qui a accès à l'information qui, du coup, va faire la démarche. Donc, on peut aussi inclure une notion de justice, non? L'information, quand même, elle circule... disons, en général, il y a quand même des opérations de sensibilisation, de communication énormes, en fait, hein. Donc, bon... et donc celui qui vient le plus tôt, effectivement, c'est comme un peu dans toute innovation, hein, il y a un peu ceux qui, disons, prennent un peu le risque, les autres regardent, finalement ça se passe pas mal, donc voilà, c'est ça. Donc voilà, et après, donc, ce registre chronologique, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un petit peu des petits arrangements, au sens où s'il y a des demandes qui viennent un peu de partout, en fait, hein, où on peut quand même essayer, les agents peuvent essayer de grouper, voilà, donc il y a... Voilà. Mais du coup, c'est quand même un instrument qui permet de s'assurer que voilà, qu'il n'y ait pas des demandes qui traînent, etc., trop en longueur. Voilà. Après, sur les drones, ouais, effectivement, les techniques évoluent. Bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'expérience vraiment. Donc, je sais qu'il y a certaines boîtes là, qui parlent un peu de ça, qui porter des piquets, on va faire passer des drones au-dessus des plantations de cacao en Côte d'Ivoire ou autre. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Après, donc sur effectivement ces certificats fonciers là, ça sert à quoi? En quoi c'est différent des petits papiers, etc., en fait, hein. Bon, alors déjà pour moi, entre petits papiers et certificats, c'est quand même pas du tout la même chose, quoi, en fait, hein. Les petits papiers, ça reste des actes de vente sous seing privé, éventuellement authentifiés par une autorité locale, en fait, quoi, hein. Mais le petit papier, c'est un acte de vente. Alors que les certificats fonciers, c'est quand même un document qui est censé, donc, disons, donner un droit de propriété, en fait, hein, et ensuite faire l'objet éventuellement de mutations. Mais pour moi, c'est pas du tout la même nature, en fait, hein, de type d'information. Après, donc, disons, effectivement, on s'aperçoit que disons, tout le monde ne se précipite pas, tout le monde attendait pas ça depuis toujours, etc., en fait, hein. Mais quand même, on s'aperçoit que, donc que globalement, quand même, les gens
voient quand même l'utilité pour déjà pour se sécuriser, alors soit un peu par rapport au voisinage en fait. Hein. Alors, mais majoritairement, ceux qui demandent souvent au départ ces petits papiers, ces certificats fonciers, c'est quand même les acheteurs en fait, hein, ceux qui ont acheté des terrains, qui veulent quand même éviter qu'il y ait une remise en cause de la vente. Bon, sachant que les acheteurs, c'est pas forcément, c'est pas les Chinois ou les Sud-Coréens, hein, c'est souvent le gars du village voisin ou dans le village, etc. En fait. Voilà. Après, donc, par rapport à ces questions de crédit, d'accès au crédit, en fait, hein, bon, je pense qu'il y a disons, il y a un discours un peu en disant oui, ça va vous permettre d'accéder au crédit. Bon, c'est quand même plus compliqué que ça, quoi, parce que quand on discute avec les organismes de crédit, c'est pour ça, moi, au début, hein, j'ai bien mis voilà, un peu les justifications qui sont données hein, pour ce type d'opération. Hein, c'est, voilà. Par rapport au crédit, quand on discute soit avec des banquiers ou soit même avec les organismes de microcrédit, quoi, en fait, hein, bon, les gars ils disent bon, mais nous, ce qu'on regarde, c'est quand même avant tout la qualité du projet. On sait que de toute façon, on ne va pas venir prendre une terre parce qu'elle est certifiée, la réalisation de la garantie, voilà, socialement, c'est pas. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est pas. Bon, c'est pas. Voilà. Par contre, après, il peut y avoir quand même des opérations, notamment bon, je sais que ça s'était fait un peu à Madagascar, disons, des accords avec les organismes de microcrédit, quoi, en fait, hein, où ça peut être un plus, quand même, en fait, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas, je mets un certificat, donc je vais augmenter l'accès au crédit, tout ça, tout ça. Voilà. Après, donc alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, toutes ces opérations-là font sûrement pas suffisamment l'objet un peu d'évaluation, de mesures, d'impact, en fait. Hein. Alors, sur les collines au Burundi, on avait quand même, bon, mais sans que ce soit des approches suffisamment scientifiques, mais on avait regardé un petit peu, puisque l'avantage de ce dispositif-là, il y a des communes avec OGR et des communes sans OGR, en fait. Hein. Du coup, on a fait un peu des stats sur l'aspect conflit, en fait. Quoi, hein. Et donc, on s'aperçoit quand même que ces opérations-là, même si les gens ne vont pas jusqu'au certificat foncier, quoi, en fait, hein, et donc si on s'arrête au PV, c'est quand même, globalement, il y a un effet quand même positif. Voilà, ouais. Ça permet quand même de régulariser, de clarifier les situations. Bon, il y a un certain nombre de litiges ou de conflits qui sont qui résistent hein, à ces opérations-là, mais globalement, ça permet quand même. Bon, mettons dans ces collines, il y a eu des opérations de plantation de caféiers. L'État disait, vous pouvez y aller au bord des routes, même si c'est pas à vous, allez-y, etc. Quoi, hein. Donc du coup, on se retrouvait avec des parcelles appartenant à quelqu'un, le caféier qui avait été planté il y a 30 ans par quelqu'un qui avait vendu la parcelle, l'autre l'avait encore vendue. Donc ces opérations permettaient de clarifier un peu ces situations-là. Donc il y a quand même cet objet-là. Mais c'est vrai, vous avez raison. Hein, mettons, on a refait un peu les mêmes types d'expérimentations en RDC, en fait, hein, au sud Kivu. Et en fait, on se posait la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au certificat foncier. Est-ce que déjà le PV de reconnaissance, le fait qu'il y ait eu cette commission locale, en fait, hein, est-ce que c'est pas déjà disons, quelque chose qui sécurise quand même les gens parce qu'il y a eu cet accord local qui a été fait, quoi. Donc je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ouais. Mais après, ouais. Après le problème, c'est que ces questions sont souvent un petit peu, comment dire, une composante un peu idéologique et autres. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'insistais sur la nécessité vraiment de dispositifs d'évaluation à grande échelle, de qualité. Voilà. Oui. Bon, pour avoir regardé à peu près à l'époque du plan foncier rural en Côte d'Ivoire, comment ça se présentait, donc je retrouve évidemment les mêmes problèmes. Ça n'a pas avancé d'un iota, on va dire. Hein. Bon. Non, mais c'est... Ouais. Il y a quand même... Ce qui a avancé quand même, moi, parce que, par exemple, mettons, j'étais au Bénin, par exemple, en fait, hein, donc où il y avait ces plans fonciers ruraux aussi, en fait. Hein. Donc pendant 20 ou 30 ans, il y a eu 10-15 plans qui ont été faits, ouais. Alors, expérimental, tout ça. Moi, j'ai visité d'anciennes zones où ça avait été fait.
le plan foncier rural, les gens ne savaient plus où il était, etc. quoi, en fait, hein. Donc ce qui a été changé, c'est quand même cette volonté d'inscrire ça dans un cadre légal, en fait, hein. Et également, disons, d'essayer d'une montée en charge, en fait, même si, comme je vous le disais, je suis, disons, prudent par rapport à cette montée en charge, mais on ne peut pas dire quand même que rien n'a été fait, quoi. Oui, non, au niveau des questions, je suis pas du tout enfin, j'ai beaucoup apprécié votre présentation et notamment la prudence avec laquelle vous avancez dans cette affaire. Hein, c'est pas du tout. Ça, par contre, effectivement, dans la plupart, enfin à l'époque, dans la plupart des opérateurs, on trouvait pas forcément cette prudence. C'était évident que ça allait résoudre tous les problèmes. Et ça, c'est un énorme progrès déjà. Mais ce que je veux dire, par exemple. Un certain nombre de choses ont largement été dites, et c'est pas vous qui êtes en cause, hein, c'est bien évidemment, on est bien d'accord. Je ne prends pas comme ça. Hein, ouais. Par exemple, origine du droit. Bon, qu'est-ce que c'est que les attributions, qu'est-ce que c'est que l'échange, et quel est le statut que vous donnez, le poids que vous donnez à l'origine du droit dans la nature, le contenu du droit qui va être reconnu. Il n'est jamais nommé, ce droit. Si, droit de propriété, dans le code foncier burundais, c'est... Oui, non mais c'est ça, justement, sauf à la fin, où il apparaît droit de propriété. Mais, enfin, en théorie, le droit de propriété, ça peut porter sur beaucoup de choses très différentes. Ça porte sur des faisceaux de droits. Est-ce que c'est tous les, est-ce que c'est tous les droits en faisceaux qui sont acquis? Est-ce que vous acquérez de manière explicite le droit de transmettre à qui vous voulez? Oui, mais c'est la loi qui le dit. Hein. Bon, je ne peux pas détailler le code foncier au Burundi, mais effectivement, le certificat foncier donne un droit de propriété qui est cessible, transmissible. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un raisonnement circulaire. Si vous voulez, si on ne définit pas le droit de propriété, on ne sait pas exactement, explicitement, par exemple, il n'est pas fait explicitement allusion aux ayants droit. Et qu'est-ce qui va arriver à la succession, au décès? Le certificat foncier, il va, oui. Oui, si, il est transmissible. Alors il peut, soit les gens restent dans l'indivision, soit, je ne sais pas si vous avez vu dans le modèle certificat foncier, il y a une possibilité indivision familiale en fait. Hein. Donc ça peut être certifié au nom de la propriété familiale en fait. Oui, non, mais et après, il peut y avoir un partage de fait. Là, c'est l'attribution, mais ça ne dit rien sur la transmissibilité. Ah, mais c'est totalement transmissible. Hein. Voilà, mais à qui? Non, parce que je veux dire, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est le décalage. Je ne vais pas monopoliser, mais... Non, mais c'est intéressant. Ben oui, parce que ce qui va se passer, c'est le recouvrement entre la reconnaissance légale et les pratiques locales qui sont légitimes aux yeux des gens ne va pas forcément correspondre. Par exemple, la parcelle, elle peut être divisée. Oui, mais justement, alors c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est quand vous faites ces opérations groupées de reconnaissance, quoi, en fait. Donc vous avez vraiment tous les cas de figure. Il y a des familles qui disent, nous, non, on reste dans l'indivision. Et puis il y a des familles, soit qui avaient partagé déjà la propriété familiale, dont dans ce cas-là, on pourrait regarder de près, mais on retrouve ces parcelles en lanière, etc., quoi, en fait. Hein. Soit il y a des gens qui profitent, entre guillemets, ils ne sont pas obligés, hein, qui profitent de cette opération pour sortir de l'indivision familiale. Et à ce moment-là, il y aura une actualisation du certificat. Oui, alors disons, là je parlais de cas d'opérations groupées de reconnaissance. Disons, l'intérêt de ces opérations groupées de reconnaissance, c'est que ça permet de couvrir large. Quand on fait des demandes, quand on traite de manière individuelle, je disais, c'est souvent des ventes qui apparaissent. Là, ces opérations groupées, ça permet de couvrir l'ensemble des situations. Et je n'ai pas l'impression que ça passe à côté de la façon dont les terres familiales, en tout cas au Burundi, sont gérées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent dans l'indivision. On met le nom de l'ancêtre ou sur le PV, en tout cas sur le certificat foncier. Il y a des gens qui avaient déjà partagé. Hein. Donc voilà. Et puis il y a des gens qui profitent de cette opération pour faire le partage. D'accord. Okay. Donc j'ai pas l'impression qu'on soit totalement... Oui. Par contre, là où on peut dire, mettons sur les questions d'usufruit par exemple. Hein, donc ça c'est souvent mettons la veuve qui reste sur la propriété familiale, qui
qui coutumièrement a vraiment un droit reconnu, etc. Effectivement, c'est pas toujours inscrit, quoi, en fait. Hein. Oui. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas forcément les concepteurs, les bailleurs de fonds qui poussent dans ce sens-là, hein, c'est les gens localement qui en fait, voient avant tout la propriété. Alors, c'est bien ça. Oui. Je rends le micro, mais justement, la notion de propriété, ça prouve que la notion de propriété recouvre des conceptions complètement différentes. Parce que, en Afrique, on peut être propriétaire d'un culte, on peut être propriétaire. Le terme de propriétaire est tout à fait utilisé et conçu, mais selon des cadres conceptuels un petit peu. Mais c'est pour ça que j'ai quand même dans les espaces, mettons, dans des espaces hyper appropriés comme l'aile Burundi ou dans des espaces de culture de rente, dans des espaces urbains, périurbains, etc. Là, il n'y a pas besoin quand même de beaucoup expliquer aux gens. Ce qui est derrière, c'est ces certificats fonciers, quoi, en fait. Hein, ils comprennent très vite. Hein. Pardon, merci. Juste pour un point de précision, je crois que ce qu'on oublie souvent dans l'organisation de ce type de travaux, c'est les liens entre les certificats ou d'autres documents éventuellement et la publicité foncière. Parce que s'il n'y a pas une bonne organisation de la publicité foncière, et Dieu sait si c'est compliqué, je dirais à terme, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, Complètement. Et là, c'est un vrai problème. Enfin, moi, me semble-t-il. Ouais. C'est pour ça, je pense que ces approches-là permettent quand même cette publicité foncière. Donc entre la demande et la reconnaissance, il y a souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis les agents localement sont très imaginatifs. Hein, et puis souvent il y a des propriétaires absents, mais les gens sont en réseau, en ville, quoi, en fait. Hein. Il y a le téléphone partout, donc voilà. Donc cette publicité foncière marche quand même assez bien, quoi, en fait. Oui, sur la publicité foncière, c'est pas ma question, mais je trouve que c'est effectivement un sujet intéressant parce que la publicité foncière, il y a tout un aspect aussi de création d'une espèce d'espace public un petit peu artificiel, de durée limitée. Et on suppose que ça va être le lieu de la publicité foncière. Et effectivement, quand les gens ne sont pas contents en particulier, ils court-circuitent ces lieux de publicité foncière officielle via d'autres arènes. Et là, ça devient extrêmement compliqué à gérer, forcément. Non, ma question, enfin, c'est pas exactement une question, mais j'aimerais bien avoir votre avis, mais c'est plutôt une espèce d'impression. C'est peut-être dû à la présentation aussi, mais donc là, vous avez parlé essentiellement, enfin, vous êtes basé sur les cas sur lesquels vous avez travaillé, à savoir Burkina, Madagascar, Burundi. Bon, il y a eu beaucoup d'allusions aux plans fonciers ruraux qui ont voyagé entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, un petit peu la Guinée à une époque, le Burkina Faso. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est dans le déroulé, c'est qu'on arrive à des choses qui sont extrêmement standardisées, en fait, extrêmement homogènes. Et je me demandais à quel point, homogènes au moins dans la procédure, après dans les déclinaisons locales, il y a des tas comme vous l'avez dit aussi, des tas d'inventions, de bricolages locaux, etc. Mais je me demandais à quel point on n'était pas dans des situations de plus en plus, je ne sais pas si de plus en plus est très juste, mais en tout cas, on a des politiques foncières qui sont totalement tirées par l'extérieur, c'est-à-dire que le modèle, il est totalement exogène et il y a peu de marge de manœuvre, sauf peut-être dans la mise en œuvre au niveau national. En tout cas, il y a une forte influence de modèles exogènes dans la définition de toutes ces procédures. Donc c'était un peu pour avoir votre sentiment là-dessus. Je ne sais pas, Jean-Pierre aurait sûrement des choses à dire aussi. Mais si. Ouais. Bon, c'est vrai que quand je présente cette procédure-là, en fait, hein, voilà, cette procédure-là, vous voyez, c'est quand même un niveau, disons, de détail, vraiment, je vois ça de très, très loin, quoi, en fait. Hein. Après, il y a vraiment quand même des... voilà, mettons, la façon de faire de la publicité, quoi, en fait. Hein. Bon, on dirait... je vois pas comment on peut se passer de publicité, quoi, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur, qui tend à être homogénéisé, mais comment faire ça sans faire de la publicité, quoi, en fait. Hein.
Après, il faut faire confiance au local je dirais au tissu local, hein, au sein d'un pays. En fait, chaque service foncier invente un peu sa façon de faire de la publicité, quoi, en fait, hein. Après, quand je parle disons de la commission de reconnaissance, quoi, en fait, hein, les compositions sont variables quand même d'un pays à l'autre. Et puis même la façon dont, alors il y a le texte de loi, et puis après il y a la façon dont les gens localement font fonctionner les trucs. Ça n'a rien à voir, quoi, en fait, hein. Donc il ne faut peut-être pas avoir peur de cette sorte d'homogénéisation, sachant que là, c'est tellement... je ne sais pas comment on peut faire d'autre, quoi, en fait, hein. Non, mais pour compléter mon impression, c'était aussi, je repense à l'exposé qu'on a eu ce matin sur le cadastre napoléonien, on voyait à quel point ça faisait écho à des choses qu'on a vues aussi en Afrique de l'Ouest dans les années 80. Oui, voilà, donc peut-être qu'il y a un certain nombre d'invariants, peut-être, hein. La parole pour terminer. Peut-être juste là-dessus, je rebondis en fait, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où on est dans la logique où on veut aboutir à un document juridique qui est censé traduire des droits et avoir été un minimum validé, en tout cas pas trop contesté par les autres à côté, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui s'enchaînent relativement mécaniquement, quoi. Pour autant, effectivement, on a quand même une gamme de choses qui ne sont pas les mêmes. Vous avez des gens avec les photos aériennes qui font, comme tu avais montré sur un dessin à la main, où vous avez des géomètres armés de GPS. C'est pas tout à fait la même chose en termes de signification locale de la chose, quoi. Donc dans le degré d'autonomie ou d'hétéronomie du dispositif, ça n'a pas tout à fait la même situation. Vous faites ça collectivement ou individuellement, c'est pas tout à fait les mêmes significations aussi, quoi. Donc disons qu'il y a des variantes au sein d'une façon relativement standardisée de poser les questions, quoi. Mais en écho aux deux interventions, enfin moi, de façon un peu caricaturale, ce qui me frappe, c'est en caricaturant, soit c'est l'État qui se pose la question avec un objectif clair, à peu près clair. Sinon, dans toutes les modalités, là, c'était justice fiscale, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, il traite les enjeux politiques et les arbitrages politiques qu'il y a derrière. Il se pose la question des capacités, et tu as dit à plusieurs fois, on commence par l'école et par les compétences. On arbitre les choix techniques et politiques, et puis on assume le financement, quoi. On le veut, donc on le finance, quoi. Vous faites des opérations de formalisation des droits dans une logique projet financée par l'aide extérieure. Les objectifs sont flous parce que la solution prévaut sur la finalité. Et on trouve plein de justifications possibles, potentielles, etc. On fait les opérations avant de se poser la question des compétences et des savoir-faire pour les réaliser. Les choix sont fluctuants parce qu'ils sont beaucoup plus soumis aux arbitraires, des perceptions différentes des techniciens, des consultants qui passent, des bailleurs de fonds, et les lieux d'arbitrage politique sur les choix, pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça et pas autrement, est beaucoup plus fluctuant et labile parce que soumis à des consultants internationaux, à des bailleurs de fonds, aux tensions entre bailleurs, État, etc., quoi. Et puis en plus, on dit aux communes, démerdez-vous pour assurer le financement de la chose parce que l'État ne l'assume pas, quoi. Bon, c'est caricatural, hein, mais je pense que c'est... Non, mais rien que le fait de poser le problème du modèle économique des systèmes d'information fonciers locaux est quand même hallucinant par rapport à une perspective où on pense l'information foncière et la sécurité des droits comme un bien public. Donc quelque chose qui relève de la responsabilité publique. Donc là, on a quand même effectivement une disjonction énorme entre ce qu'est a priori l'information foncière comme bien public et le fait de dire aux communes, démerdez-vous pour autofinancer le machin, quoi. Alors j'avais une question juste par rapport au Burundi en particulier. Parce que le Burundi a connu quand même des guerres civiles, puis il est sans doute en train d'y retourner, des déplacements de population, des réfugiés, des terres récupérées de gens qui étaient partis par d'autres, des gens qui retrouvent. Donc comment ça se passe dans ces cas-là et est-ce que toutes ces opérations-là se passent et comment elles se passent dans des situations qui ont été marquées par la guerre civile, par un mouvement de population et je suppose par des contestations ou des controverses beaucoup plus fortes sur qui a des droits sur les parcelles. Ouais.
Bon, je vais peut-être pas répondre sur la première partie de ton intervention, quoi, en fait, hein. Mais sur ces questions de biens publics, hein, par exemple, effectivement, puisque tu parles du Burundi, en fait, hein, donc le gouvernement, si tu veux, a quand même une vision par rapport à ces opérations, un peu par rapport à justement ce niveau de paix sociale, en fait, hein, sur alors pas des conflits qui sont liés aux rapatriés, mais les gens se tuent dans les collines, hein, pour un bout de terre, quoi, en fait, hein. Donc il y a quand même cet enjeu de paix sociale, et à partir du moment où tu as un instrument comme ça qui permet quand même, alors c'est toujours pareil, il faudrait mieux documenter, quoi, hein, mais qui permet quand même de faire baisser un peu le niveau de conflictualité. Du coup, c'est quelque chose qui intéresse quand même bien le gouvernement, et du coup, par exemple, qui finance les postes des agents des services fonciers communaux, qui a quand même, si tu veux, qui prend quand même, qui s'intéresse au modèle économique de ces services fonciers. Alors par rapport aux questions, disons, du Burundi là, sur les questions de rapatriés, donc clairement, si tu veux, on va dire la politique foncière avait vraiment séparé un peu les deux choses, quoi, en fait, hein, en disant il y a ces problèmes de population déplacée, puis rapatriée, etc. Mais bon, déjà qui ne concernent pas tout le territoire, en fait, hein. Donc c'est dans des communes bien spécifiques, quoi, en fait, hein. Donc c'est pas sur tout le territoire. Et donc du coup, l'idée c'était quand même un petit peu de séparer les deux. Et ensuite, il y a un certain nombre de communes donc, qui sont des grands sites de personnes déplacées, de personnes rapatriées, où justement il y avait des opérations, disons, essayer de traiter les problèmes fonciers, puisqu'en fait souvent les gens sont partis, leurs terres ont été vendues ou occupées, de toute façon ils reviennent, bon, etc. Donc ça crée vraiment des gros problèmes. Du coup, là, ce dispositif a été, notamment ces opérations groupées de reconnaissance, ont été justement utilisées pour faire déjà un diagnostic de la situation et pour essayer d'aller vers des solutions négociées, quoi, en fait, hein. Et également pour, donc notamment, si tu veux, c'est des trucs où les gens essaient de se partager un peu la terre, donc ça va parfois un peu dans ce sens-là. Souvent accompagné de programmes de développement agricole, etc., qui permettent de donner un peu plus de valeur à la terre, donc faciliter le partage. Et donc ces opérations groupées et les services fonciers communaux sont installés dans ce type de communes aussi, en fait, hein. Alors bien sûr avec beaucoup de... Bon, c'est quand même assez délicat, quoi, en fait, hein. Mais du coup peuvent servir à formaliser. En tout cas, c'était un petit peu l'idée avant que la situation politique ne se redégrade, en fait, hein. Donc l'idée, c'était justement d'utiliser ces outils-là, ces dispositifs-là, en fait, hein, pour, disons, permettre à la fois de trouver des arrangements locaux, mais également pour les formaliser, quoi, en fait. Oui, oui. Non, c'est simplement, je ne veux pas faire pas du tout polémiquer, mais nous avons eu une intervention. Faire de la controverse, il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est ça. On est entre scientifiques, hein, donc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et ça c'est l'éternel problème qui se pose entre des opérateurs qui sont bien intentionnés et bien informés et bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça, hein. Non, c'est pas ça, qu'il faut leur boulot, mais vous avez raison, qui font leur boulot bien. Et puis des regards éloignés, alors chercheurs de terrain, anthropologues, machin, etc. Et généralement, il y a une espèce de béance entre les conclusions qui sont tirées. Hein, je ne dis pas que les uns ont raison et les autres tort, mais c'est un fait. Et sur le Burundi, par exemple, on a eu au comité foncier rural une intervention de Dominique Collagen, oui, vous connaissez bien. Vous connaissez bien. Ouais. Qui porte une analyse qui est assez inquiétante, quoi, sur très, très rapidement. Dans le cas de Burundi, a opté en 2011 pour une réforme actant la décentralisation de la gestion foncière. C'est lui qui a rédigé le code foncier du Burundi, hein. En tout cas, il est juriste, oui. À l'époque, il était consultant pour l'USAID, et c'est lui qui a rédigé voilà, mais c'est intéressant, oui. Le code foncier. Bon, bref, enfin, je ne vais pas... Je le connaissais aussi bien, mais
Ça pose Mais problème. qu'est-ce qu'il dit, Dominique, en l'occurrence? Alors voilà. Délivrant des certificats à la demande, ces services ont été... C'est la synthèse de ce qu'il a dit. Hein. C'est pas lui qui a fait la synthèse. Ces services ont été créés avant que l'ensemble des droits fonciers concernés par les déplacements forcés et le retour massif de 800 000 réfugiés ne soit clarifié. Alors que le contentieux sur les retours a pris aujourd'hui un tournant important, le gouvernement substituant désormais l'expulsion inconditionnelle des nouveaux occupants et de leurs descendants aux solutions de partage amiable avec les personnes de retour précédemment favorisées. Par ailleurs, aucune réponse politique n'a pour le moment été donnée aux très nombreux conflits liés à l'érosion des coutumes, à caractère intergénérationnel ou intrafamilial, par exemple l'exclusion régulière des veuves et des femmes non mariées de leurs droits fonciers traditionnels, ou intercommunautaires. Au vu de l'ampleur des problèmes actuels, la formalisation des droits fonciers privilégiés au Rwanda, c'était sur les deux, et dans le document de problèmes actuels, la formalisation des droits fonciers privilégiés au Rwanda et dans le document de politique foncière officiellement adopté au Burundi, cette formalisation n'y apparaît envisageable que comme une mesure complémentaire et à condition que les conditions sociales et politiques se stabilisent. Cependant, la violence sociale et l'incertitude qui caractérisent actuellement les rapports fonciers rendent particulièrement périlleuses les tentatives d'identification formelle de droits. Par ailleurs, à l'échelle locale, le rôle des autorités publiques, qui par le passé a considérablement contribué aux problèmes actuels, fait apparaître l'État comme l'un des principaux perturbateurs d'une gestion pacifique des terres. La sécurisation des droits sous l'égide de l'État impliquera au préalable un travail profond sur la légitimité de ces acteurs. Voilà. Oui. Non, c'est simplement pour souligner les écarts de conclusion auxquels amènent des points de vue différents. Oui, mais bon, tout à l'heure, je disais, effectivement, la lettre de politique foncière du Burundi a été écrite par Dominique, en fait. Oui, mais ça n'apporte rien. D'accord. Oui, d'accord. Donc, du coup, les gens peuvent changer d'avis, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis, la situation en 2000... peut-être en 2008-2009, n'est pas la situation. Il y avait les accords d'Arusha qui venaient, les gens étaient dans une perspective un peu. Voilà. Et puis il faut bien voir quand même que bon, c'est sûr que quand on travaille sur ces questions de conflits liés aux déplacés, rapatriés, etc. En fait, on a tendance à voir que ça, en fait. Mais le Burundi n'est pas fait que de ça. Et moi, je connais. Aucun, disons, dans la province de Ngozi, les zones où il y avait ces enjeux-là, bien sûr, n'ont pas fait l'objet de ces opérations-là, en fait. Donc, il ne faut pas tout mélanger, quoi. Voilà. Et par contre, je vous disais qu'en 2011-2012, dans deux communes du sud du Burundi, où il y a ces gros enjeux-là, en fait, donc il y a un projet qui était un projet de la coopération hollandaise, en fait. Donc une ONG quand même internationale, spécialisée sur ces questions de déplacés rapatriés, qui voulait se saisir de ce dispositif-là, mais pas en jouant les apprentis sorciers, en fait, je pense. Donc, bon. Après, l'État, effectivement, mais l'État, justement, disons, peut apporter des problèmes dans ces zones de terrain domaniaux, etc., en fait. Mais finalement, l'État, disons, a voté ce cadre, mais c'est quand même les communes qui portent leurs services fonciers communaux. Et ces opérations-là, ce qui les fait marcher, c'est pas l'État, c'est même pas les communes, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, dans les commissions de reconnaissance locale, en fait. C'est ça qui est le cœur du truc, en fait. Bon.